encore une fois, qui me paraissait indispensable. D'abord, on vient de vivre l'épisode, la séquence des élections présidentielles. Moi, ce que je retiens de cette séquence des élections présidentielles, c'est quand même, pour faire vite, on a vraiment un épuisement des institutions et du système des présidentielles. On arrive à un résultat qui est complètement absurde, avec finalement un candidat qui est élu au deuxième tour, qui n'a pas eu un électeur sur 5 au premier. On arrive à un système où finalement le marketing politique prend une dimension énorme au détriment de la délibération, au détriment de la délibération démocratique. Et puis on arrive à un système où les affaires s'enchaînent sur les affaires, où la perte de confiance qui porte sur l'ensemble de la dimension politique, elle est trop forte. Et je dis, j'ai voulu dire classe politique, mais c'est bien dimension politique parce que ça touche tout le monde, et y compris ça nous touche, nous, qui sommes pourtant engagés dans une démarche qui est loin d'être de vouloir profiter des pouvoirs, mais bien d'être dans une démarche de partage des avoirs, des savoirs et des pouvoirs. Deuxième chose, cette présidentielle, elle nous montre aussi que le risque FN, s'il a été écarté, pour les présidentielles, il est écarté que de manière très limitée. D'abord, vous le savez, les scores sont énormes qui ont été faits par le Front National, et puis au fond, le Front National, c'est un parti d'extrême droite. Et ça, nous, on a eu de cesse de le dire et de le répéter, et encore pour ces législatives. C'est pour ça que ça sera pour nous un élément clé de la bataille. C'est un parti d'extrême droite qui prend racine dans les pires moments du passé et dans les pires thèses de ce passé. C'est autoritaire, identitaire, raciste, xénophobe, le culte du chef. Tout ça, on l'a trouvé dans le passé, directement dans ce qu'on a vécu, par exemple, dans les années des années 30 jusqu'à la fin des années de 45. Le FN se nourrit, c'est la deuxième considération, des résultats de politiques d'austérité, des régressions sociales, des trahisons. Il se nourrit du chômage, il se nourrit de la désertification des territoires, il se nourrit de la précarisation, et c'est ce qui justifie que il faut le battre sur les deux terrains. Le terrain des idées nauséabondes, sur lequel il faut effectivement faire reculer ces idées, mais aussi sur le terrain des politiques d'austérité, des politiques de régression sociale. Et c'est pour ça que notre deuxième cible dans cette campagne, de manière évidente, ça sera la droite, ça sera Macron, et ça sera l'ensemble des gens qui ont porté et assumé et qui sont responsables des politiques d'austérité. Je pense par exemple à la loi travail qui a été votée malgré qu'elle n'était absolument pas souhaitée par les Français. Donc bien sûr Macron, avec ses 120 000 fonctionnaires en moins, la remise en cause des 35 heures, et l'ensemble du temps de travail, d'ailleurs pas que des 35 heures, la casse de la sécurité sociale, avec ses arguments de ne plus avoir de cotisation salariale, c'est tout ça auprès de qui on va se battre. Nos ennemis dans le combat qui s'engagent pour les législatives et pour lequel on vient aussi pour faire reculer ces gens-là, c'est la droite, c'est Macron, c'est le FN, et c'est les gens qui portent les politiques d'austérité. Mais nous, on n'oublie pas qu'on a besoin finalement d'élus intègres, d'élus qui ont envie de se battre pour le progrès social, qui ont envie de mettre un terme à ces politiques d'austérité. Et c'est le sens de la bataille qui va être conduite, avec un programme, quelques axes de gouvernement qui sont dans le petit document qui s'appelle la France en commun, et qui a pour objectif, ce programme, de inverser la situation qu'on connaît aujourd'hui avec les gens. Et ça demande l'intervention populaire, et puis ça demande surtout qu'aux élections législatives, le rassemblement le plus large se fasse. On sait que ces conditions sont mal réunies aujourd'hui. On en est les premiers désolés et les premiers, j'allais dire, en colère, mais en même temps, il n'y a plus grand-chose à faire d'autre que maintenant de pousser les bouchons. Et à l'occasion de ces législatives, on va continuer la démarche de rassemblement qui a été la nôtre avant, et puis après les législatives, on continuera toujours dans cet esprit
que pour vaincre le capital et pour le faire reculer, pour faire reculer la finance, ce n'est pas une seule catégorie de population ou un seul parti politique ou une seule catégorie socio-professionnelle qui peut y arriver. Il y a besoin qu'il y ait des rassemblements, il y a besoin qu'il y ait une vraie unité. Je pense en particulier au bouquin de Pierre Laurent qui est là-bas sur les 99%. Il y a un peu cette idée-là, en s'attaquant là, clairement au capital. Voilà, c'est un peu l'intervention que je voulais faire. Et là-dedans, dans ce cadre-là, eh bien, il y a un axe qui tient particulièrement à cœur à Céline, puisque c'est elle qui a imposé le truc en comité de campagne, donc on n'a rien eu à dire. C'est l'égalité homme-femme, ou femme-homme, puisque des fois aussi je me fais reprendre, donc je fais gaffe. Pour ce thème, donc, je vous l'ai dit, des témoignages. Et d'abord, un premier témoignage que nous allons prendre, qui est celui d'Annie David, qui est venue à la fois témoigner, puis qui est venue aussi, en tant que sénatrice, soutenir Céline et Claude. Témoignage de son activité de sénatrice, puisque... Donc j'aurai besoin de mes notes pour vous dire précisément les choses. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier et chaleureusement saluer notre binôme candidat et vous toutes et vous tous ici ce soir. Je suis vraiment contente finalement que Bernard et Céline aient eu envie de m'inviter à participer à ce débat, parce que d'abord j'aime bien débattre et j'aime bien débattre politique, vous vous en doutez, et puis le thème choisi évidemment me tient un peu à cœur. Donc la mission qui m'a été confiée, c'est de vous parler un peu de ce que c'est d'être femme en politique et femme parlementaire. Et alors, femme communiste, parlementaire, c'est encore une étape de plus, sans doute, que femme en politique non communiste. Donc moi, quand je suis arrivée au Sénat, j'ai eu de la chance, si on peut dire, d'être la Benjamine. À ce moment-là, donc j'avais 38 ans quand même, puisqu'à l'époque, il fallait avoir 35 ans pour être élue au Sénat. Maintenant, l'âge a un peu diminué, mais j'étais donc la Benjamine. J'étais la Benjamine, j'étais donc une femme, et j'étais au groupe communiste. Donc ça faisait, je dois avouer, pas mal de handicaps qui se cumulaient, mais étant communiste, je ne lâche rien. Je ne sais plus qui l'a dit, c'est le député belge, je ne lâche rien, et donc j'ai assumé la tâche que m'avaient confiée et mes camarades en Isère, et les grands électeurs qui ont voté pour moi. Mais en arrivant au Sénat, en tant que Benjamine, le rôle d'un Benjamin, comme dans toutes les assemblées politiques, c'est de présider à la mise en place des institutions, donc à la mise en place du bureau. Voilà, on élit le président du Sénat, les secrétaires, etc. Donc, du haut de mes 38 ans et de mon inexpérience en politique, puisque je n'avais pas d'autre mandat, j'étais conseillère municipale d'opposition dans un petit village de mon département, donc forcément peu d'expérience d'élu. Donc du haut de mes 38 ans et de mon inexpérience, je présidais face à toute cette assemblée quand même très masculine. Il y a un petit moment de plaisir, je dois l'avouer, à ce moment-là, d'être là face à tous ces hommes d'un âge plus avancé, on va dire, puisque j'étais la Benjamine, et de voir certains regards quand même un peu mécontents. Et l'anecdote aussi assez croustillante, c'est que cette fois-ci, la doyenne était également une femme. Bon, de droite, mais c'était également une femme. Donc deux femmes qui présidaient à l'ouverture des travaux du Sénat en 2001. Je peux vous dire que ça ne doit quand même pas être fréquent. Et donc, comme toute élection, les sénateurs et sénatrices votent. Et au Sénat, on a encore une urne, une jolie urne, et chacun vient nous donner son bulletin. Donc des sénateurs, des sénatrices passent, me donnent le bulletin, et normalement c'est à moi à mettre dans l'urne. Et certains, voilà, contents ou pas contents, mais en tout cas cordiaux, me serrent la main, me félicitent, parce qu'après tout j'avais été élue comme eux et elles dans cette... Mais parfois certains n'étaient quand même pas très contents. Et je me souviens, alors ça m'a marqué parce que c'était la famille du général de Gaulle, donc moi j'avais une image, même si c'est pas de mon bord, du général de Gaulle, de quelqu'un d'assez ouvert et d'assez humain. Eh bien, je me rappelle plus de son prénom d'ailleurs, de ce fils ou petit-fils de Gaulle qui était sénateur. Il a, lui, refusé de me serrer la main et refusé de me donner le bulletin pour voter, donc il m'est passé devant. Il a mis son bulletin, il a fait un beau demi-tour, il est reparti et il m'a copieusement ignoré. Donc je dois dire que comme
entrer en matière au Sénat, c'est quand même pas forcément évident. Je vous dis, quand on a 38 ans et qu'on arrive dans un endroit quand même un peu inconnu de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est un peu à ça, ma chère Céline, que tu risques d'être confrontée dans les jours qui viennent, quoique avec la loi sur la parité, quand même, un peu plus de femmes peuvent entrer en politique. Et si moi j'ai été élue au Sénat, c'est parce que la loi sur la parité avait été adoptée. Alors, comme beaucoup de femmes à ce moment-là, la loi sur la parité m'avait un peu contrariée dans le fait que je me disais quand même, être obligée de faire une loi sur la parité pour que les femmes puissent entrer en politique, c'est quand même un peu désagréable. On n'est pas non plus, des potiches à mettre là ou à mettre là, voilà. Et donc j'étais un peu sceptique quand cette loi a été adoptée, mais je dois dire aujourd'hui que si cette loi n'avait pas été adoptée, au vu de l'évolution de la société, malheureusement, hein, parce que je crois que ça passera par l'éducation, mais je pense que on en parlera dans le débat, ça passe par l'éducation évidemment, mais c'est quand même très lent à évoluer, et si la loi sur la parité n'avait pas été adoptée, eh bien je crois qu'aujourd'hui, il n'y aurait encore que très très peu de femmes élues, alors que quand même, dans l'humanité tout entière, il y a un peu plus de femmes que d'hommes sur Terre, et elles sont quand même très mal représentées au sein des assemblées, tout comme d'autres catégories socio-professionnelles. Donc moi qui suis en plus issue du monde du travail, puisque j'étais salariée, quand je suis arrivée au Sénat quand même, c'est assez croustillant aussi, j'étais en période de préavis, puisque j'ai démissionné de mon entreprise pour être élue, donc j'étais encore en préavis, et donc il me restait un peu de congé payé, heureusement, donc j'étais en congé payé pour pouvoir arriver au Sénat, sinon le 1er octobre, je n'aurais pas pu siéger. Enfin voilà, la parité, c'est quand même quelque chose qui a permis aux femmes de rentrer en politique, et je pense qu'on est complémentaires, les hommes et les femmes, on a chacun et chacune notre rôle à jouer dans la vie politique. On a une vision de la vie, tout simplement, de la société qui est un peu différente. On a nos convictions, on a nos idées, bien évidemment, mais on les défend un peu différemment qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Sans dire que les hommes et les femmes sont vraiment très très différents. On est des êtres humains, bien évidemment, mais on a une vision de la société qui permet d'être complémentaires, et dans les choix politiques et dans les lois qu'on peut voter, je trouve que cette complémentarité a vraiment quelque chose d'important pour que la loi elle corresponde à l'ensemble de la société. On est complémentaires, et c'est pour ça que moi je me bats aussi pour l'égalité, pour la parité en politique, pour l'égalité dans le monde du travail. J'ai entendu qu'il y a parmi nous une personne qui pourra témoigner au niveau de l'emploi et des inégalités salariales. Je transgresse un peu mon propos, mais par exemple, dans ce qu'on défend nous au Sénat, l'égalité salariale, c'est quand même 52 milliards supplémentaires par an pour les caisses de la protection sociale. C'est-à-dire qu'en moins de 3 ans, on peut rembourser ce fameux trou de la Sécu si on arrive à atteindre l'égalité salariale. L'égalité salariale aussi, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat des familles. Donc c'est aussi tout le monde qui vit mieux. À chaque fois que les femmes gagnent un droit, c'est la société tout entière qui avance en réalité. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre les uns et les autres. Quand les femmes gagnent des droits, eh bien la société tout entière avance. L'égalité salariale, ça permettrait aux familles d'avoir un meilleur pouvoir d'achat, de pouvoir dépenser, de pouvoir avoir des loisirs, de pouvoir faire des choses qu'elles ne peuvent pas faire si il n'y a pas cette égalité salariale. Donc je crois que l'égalité salariale, c'est un des sujets sur lesquels, avec mon groupe, on se bagarre beaucoup au Sénat, mais c'est un vrai thème qui permettrait de faire avancer la société tout entière. La parité, l'égalité salariale, l'égalité aussi des droits dans les familles. Je pense qu'il faudrait que les femmes puissent avoir une place bien affirmée au sein de la société. Les luttes, évidemment, la lutte contre les violences faites aux femmes aussi, ça c'est un autre point qui déborde un peu peut-être l'aspect égalité femmes-hommes, mais quand même, voilà, la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est évidemment important, et là aussi ça permettrait de faire progresser la société. Les familles, les enfants, voilà. Donc je pense que c'est un thème qui est un thème fort de cette campagne. J'espère qu'elle sera portée dans toutes les circonscriptions de France par nos candidates et par nos candidats.
C'est un thème qui fait partie à part entière du programme, en effet, que l'on a porté et pendant les présidentielles et qu'on va continuer à porter pendant cette campagne des législatives. Et voilà, je ne sais pas si je dois insister davantage sur les textes qu'on a pu faire voter. Au moment donc, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous on a toujours des propositions et pour l'égalité salariale, bien évidemment parce que ça permet de renflouer nos caisses de la protection sociale. On a également pas mal d'amendements qui disent que dans les entreprises qui ne respectent pas les fameux documents qui doivent être remplis, RCS, c'est le rapport. J'arrive jamais à me rappeler de ce que ça veut dire, mais enfin bref, un rapport sur l'égalité salariale, qu'il y ait des pénalités aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations, après tout, parce que depuis quand même la loi Roudy et même bien avant, il y a des obligations d'un point de vue de l'égalité salariale. Ça remonte à certaines directives européennes, sauf qu'aujourd'hui, dans les faits, on est loin d'y arriver, puisqu'il y a encore un peu plus de 20% d'inégalité salariale dans les entreprises. Les violences faites aux femmes également, on se bagarre beaucoup sur ce thème-là, et pas tant d'un point de vue de, comment dire, de la, enfin, comment, on est plus sur l'aspect prévention que sur l'aspect répression. Voilà, nous, dans les propositions qu'on fait, c'est faire en sorte qu'on prévienne la violence plutôt que ensuite de la guérir, quoi, en quelque sorte. On veut vraiment éviter cette violence qui est faite dans les familles. Il y a des choses qui se mettent en place un peu dans certains départements, notamment en Seine-Saint-Denis, avec un téléphone qui est donné aux femmes. Il y a pas mal de choses qui avancent. Il existe aussi en ce moment un téléphone pour les cas graves. Ah ben voilà, ça existe aussi dans des pays très bien, parce que ça, c'est des choses qui sont importantes et intéressantes et qui permettent vraiment d'apporter un soutien aux personnes qui sont dans ces situations-là. Voilà, on a pas mal de textes aussi qu'on a défendus à plusieurs reprises. À mon initiative, on avait déposé ce qu'on appelle une proposition de résolution européenne pour ce qu'on appelle la clause de l'européenne la plus favorisée. Alors c'est quelque chose qui a été un peu porté par Gisèle Halimi il y a déjà quelques temps, et qui dit que dans tous les textes européens qui sont adoptés, il faut prendre toujours le meilleur pour les femmes et l'adapter dans tous les pays européens, et non pas assister à des régressions d'un point de vue des droits. Parce qu'il y a eu une avancée des droits des femmes, mais on s'aperçoit à l'heure actuelle qu'il y a des régressions. Je pense par exemple à la loi sur les retraites de 2010 déjà, qui a commencé à apporter les premiers reculs d'un point de vue du droit des femmes. Le travail du dimanche, qui impacte beaucoup plus malheureusement les femmes que les hommes, parce que dans les grandes surfaces, bien souvent, ce sont les femmes qui sont obligées d'aller travailler le dimanche, même si on nous dit qu'il n'y a aucune obligation, personne n'est dupe. On sait bien qu'on ne peut pas toujours refuser d'aller travailler le dimanche et que par moment, eh bien, on a une sorte d'obligation morale et que voilà. Et face à ça, les femmes sont démunies. Donc il commence à y avoir des régressions. Il y avait eu quelques petites avancées, mais les régressions arrivent à grands pas. Donc je pense qu'il y a nécessité vraiment à ce qu'ensemble, on ait bien en tête que chaque droit gagné pour une femme, c'est un droit pour tous. Et en fait, c'est la société tout entière qui avance à chaque fois que les droits des femmes avancent. Et en politique, Céline, il y a effectivement la loi sur la parité qui permet un petit peu d'avancer, mais il n'empêche qu'on est quand même confronté à des situations un peu machistes, enfin je ne sais pas trop comment le dire pour ne pas être sexiste, pour ne pas être trop méchante, mais des petites réflexions. Par exemple, j'étais une fois en séance, donc dans l'hémicycle, en séance publique, en train de défendre un amendement au nom de mon groupe. Le rapporteur, qui était donc au banc des rapporteurs, juste devant moi, un gars de droite, de Haute-Savoie en plus, donc de mon coin que je connais bien par ailleurs, avant de répondre à mon argument politique que je venais de développer, il me dit « Ah, Madame David, vous êtes très élégante aujourd'hui. » Donc rien à voir, franchement rien à voir avec le débat qu'on était en train d'avoir. Et il m'a un peu... je dois avouer que c'était un peu au début de mon mandat, donc il m'a un peu déstabilisée. Et après, j'ai une collègue, aussi de droite, qui était d'une colère, parce qu'elle me dit, mais enfin, tu aurais dû lui répondre, et ben vous avez une belle cravate, pour faire voir que franchement, ça n'avait rien à voir, quoi. Mais ce genre de choses, ça arrive encore aujourd'hui. Là, il n'y a pas très longtemps, un sénateur, tout
toujours en face de moi, donc plutôt de droite, qui, une sénatrice était rapporteure pour un texte. J'ai plus en tête le texte, mais bon, peu importe, elle était rapporteure quand même, donc elle défendait un texte. Et le sénateur qui était là et qui n'était pas bien d'accord avec ce qu'elle était en train de dire, qui dit un peu fort, en pensant peut-être qu'on n'allait pas l'entendre, mais c'est qui cette bonne femme en séance publique. Donc c'est toutes des choses comme ça. Alors là, je peux vous dire qu'il y a eu quelques hurlements quand même dans l'hémicycle, parce que des choses comme ça, ça passe plus. Ça passe plus, c'est inacceptable. Mais c'est là, pour le coup, c'est pas très vieux. Donc c'est encore aujourd'hui ce genre de réaction, ce genre de situation, et tout est fait en fait pour qu'on soit déstabilisé pendant qu'on est en train de défendre un point de vue politique qui mérite qu'il soit entendu jusqu'au bout. Par exemple, quand c'est une femme qui est au micro, vous avez un brouhaha dans l'hémicycle. Alors maintenant, on a une sorte de code en fait. Quand c'est comme ça, on s'arrête de parler au micro. Et d'un seul coup, tout le monde se dit tiens, plus personne qui parle, donc les hommes se taisent. Et on reprend. Mais voilà, c'est des choses comme ça où... alors, ça peut paraître anodin, ça peut paraître ridicule, mais tout est fait pour nous déstabiliser. Parce que quand c'est un homme qui parle, je peux vous dire qu'il n'y a pas ce voix. Donc voilà, tout est fait pour nous déstabiliser. Alors particulièrement nous au groupe communiste, mais il faut dire qu'on est un groupe à parité, puisqu'on est 21 même sénateurs et sénatrices, et qu'on est 11 sénatrices et 10 sénateurs. Nos camarades d'ailleurs se craignent un peu, mais bon voilà, non c'est pas vrai. Donc voilà, donc nous au groupe on est un nombre de femmes assez important, on est en séance régulièrement, on est présentes, nos camarades aussi bien sûr, on est présents et présentes, et quand on est en séance, c'est pas pour se taire, c'est pour dire les choses et c'est pour se défendre. C'est aussi pour ça que ce soir je voulais venir à cette réunion publique pour vous soutenir, parce que je crois qu'à l'heure actuelle, il est important de permettre l'élection de parlementaires qui veulent véritablement faire entendre la voix du peuple. C'est un peu ce que disait le camarade belge. Il faut qu'on envoie à l'Assemblée nationale le plus de femmes et d'hommes issus de la gauche de combat, qui va porter la voix des femmes et des hommes de notre pays, parce qu'aujourd'hui, dans ces deux assemblées-là, que ce soit l'Assemblée nationale ou que ce soit le Sénat, je le vois, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes, mais ça on l'a déjà dit, mais il y a également peu de diversité dans les catégories sociales des élus aujourd'hui qui nous représentent au niveau du Parlement. On doit être 5 ou 6 ouvriers par exemple, issus du monde du travail privé. Il y a quelques enseignants, mais il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup de professions libérales, il y a beaucoup d'une catégorie de la société, mais en fait, il y a peu de jeunes également. Et là, ce serait peut-être l'objet d'un autre débat, mais je pense que pour qu'on ait un peu plus de jeunes, il faudrait aussi qu'on se batte pour le statut d'élu. Parce que quand on est élu jeune, s'il n'y a pas un statut qui vous permet ensuite de revenir dans la vie civile, j'ai envie de dire, c'est compliqué, surtout quand on est élu communiste. Retrouver un emploi quand on a été 1 ou 2 mandats parlementaires et qu'on a défendu les idées qu'on défend au niveau national, c'est compliqué derrière pour retrouver du travail. Donc il y a aussi peut-être des questions à se poser sur le statut de l'élu. Ça permettrait aussi qu'il y ait plus de femmes, de jeunes qui puissent s'engager dans la vie politique, et ça permettrait qu'il y ait une meilleure représentativité de l'ensemble de notre société. Pour le vivre quotidiennement, je trouve qu'il manque un peu cette diversité et socio-professionnelle, culturelle, mais aussi la diversité telle qu'on la vit aujourd'hui dans notre pays, des origines diverses qui font la richesse de notre pays. Et bien ça, on ne le voit pas non plus dans nos assemblées, et je pense que c'est regrettable. Je m'arrête là parce que sinon je parle toute la soirée. Merci.